L'histoire de la Compagnie des chemins de fer du sud de la France, devenue chemin de fer de Provence, est longue et complexe. Après la décision de construire le futur réseau des Alpes à voie étroite d'1 mètre en 1885, les sections Digne, Saint-André-Nice, Puget-Théniers furent ouvertes à la circulation des trains dès 1892. C'est à l'occasion de l'anniversaire de cette jonction ferroviaire Digne, Saint-André qu'est présentée l'exposition des 125 ans du premier train en gare de Saint-André-les-Alpes au musée de la Minoterie à la Mur-Argent 04. L'ouverture complète de la ligne entre Nice et Digne aboutira finalement en 1911 après le colossal chantier de la jonction entre les vallées du Var et du Verdon, par le percement du tunnel de la Colle Saint-Michel. Cette exposition conçue et en partie présentée en 2011 par l'Écomusée de la Roudoule à Puget-Rostang et le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence, GEC, fait désormais étape au cœur des machineries du musée de la Minoterie à la Mur-Argent. À cette occasion, l'exposition a été renouvelée et bénéficie des dernières recherches historiques sur le sujet. La présentation thématique en plusieurs modules permet d'aborder le chantier de construction, le travail des ouvriers, le matériel de traction, le transport des voyageurs et des marchandises, le travail du chef de gare et les cheminots. De nombreux objets, outillages et documents agrémentent le contenu, issus des collections du GEC, de celles des chemins de fer de Provence et de l'Écomusée de la Roudoule. Derrière tous ces objets, il faut penser qu'il y a des gens, il y a des hommes qui ont construit, qui ont entretenu, qui ont fait fonctionner les chemins de fer de Provence depuis 125 ans. La plupart des objets que vous voyez ici, ils sont largement centenaires. Les plus récents doivent remonter aux années 30 ou 40, je pense. Donc ces objets, c'était souvent des choses qui partaient à la ferraille ou qui partaient à la décharge, qui nous ont été confiées par des agents des chemins de fer de Provence, des retraités notamment qui avaient conservé certaines choses, des familles de retraités, et aussi quelquefois par des collectionneurs qui avaient des objets, et donc on a pu... Alors ici, il n'y en a qu'une toute petite partie. Notre rêve, ça serait un jour de pouvoir faire un musée du train d'Épingle, à partir, parce qu'on a vraiment beaucoup plus de choses que ce qui est exposé ici. Donc une bonne partie des objets ont été préservés par le groupe d'études des chemins de fer de Provence à Puget-Théniers, donc c'est l'association qui fait fonctionner le train d'Épingle à vapeur, que la plupart d'entre vous ont pris cet après-midi. Il y a des objets et les panneaux explicatifs que vous allez voir ont été réalisés par l'Écomusée de la Roudoule, donc, qui se trouve à Puget-Rostang, donc très près de chez nous. C'est une association avec laquelle nous sommes partenaires très étroits, et également par les chemins de fer de Provence qui eux-mêmes conservent certaines choses qui ont un rapport à leur passé et qui les ont prêtées. Il a joué dans les années 1920-1930 un rôle important au cinéma, parce qu'à Nice, il y avait des studios cinématographiques, les studios de la Victorine et d'autres, il n'y avait pas que ça, qui étaient très célèbres, et beaucoup de films ont été tournés non seulement sur la Côte d'Azur, mais dans l'arrière-pays, donc aussi bien dans les Alpes-Maritimes, dans le Var aussi. Parce que pour les producteurs de cinéma à l'époque, ça évoquait des paysages qui étaient très exotiques. On a tourné sur la ligne des chemins de fer de Provence des scènes qui sont censées se passer en Indochine, en Australie, en fonction des paysages qu'on pouvait trouver. Donc si vous voulez voir ici, là il y a un panneau, par exemple Les Pirates du Rail avec Eric Wolfsheim. C'était un film qui a été réalisé à la fin des années 30 qui était censé se passer en Indochine. C'était des rebelles chinois qui voulaient intercepter la ligne du Yunnan. Vous voyez ici
Vous voyez ici des cavaliers avec des sombreros mexicains en train d'arrêter un train. C'est à Tourette-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Il y a Fernandel dans ce film. C'est un film, c'est une comédie de l'époque et dont l'action est censée se passer au Mexique. C'est Ernest le Rebelle. En haut, c'est une comédie, mais qui était inspirée de faits assez réels à l'époque. C'est la concurrence, donc on est dans les années 30, du chemin de fer et de la route, des autocars. Donc c'est un film qui s'appelle Gargousse. Et ça montrait, c'était une petite ligne de chemin de fer qui devait fermer, être remplacée par des autocars. Et le point d'orgue de ce film, c'est une course, une poursuite entre un train à vapeur et un autocar. Et bien entendu, le train gagne. Ouais. Et voilà. Qui évoque deux choses. Qui évoque les travaux de voie, l'infrastructure et la construction du chemin de fer. Alors vous avez des documents, les documents qui sont exposés là ne sont pas des reproductions, ils sont vraiment authentiques. Ce sont des documents qui ont 125 ans ou plus sur la construction. Alors vous pouvez voir ligne de Digne à Draguignan. C'est ce que j'ai expliqué dans la conférence hier soir. Au départ, avant de penser à une ligne Digne-Nice, on pensait depuis Saint-André aller sur Castellane et Draguignan. C'était une des idées initiales. Et alors, viaduc de Moriès, hein, ça c'est un viaduc qui existe, qui a été réalisé. Vous avez le plan de la gare de Saint-André-les-Alpes avec toutes ces dispositions telles qu'elles étaient à l'époque. Un plan parcellaire. Donc un parcellaire, c'est lorsqu'on va créer une voie ferrée, on achète toutes les parcelles de terrain aux différents propriétaires. Il y a des expropriations, alors qui se font à l'amiable par achat ou quelquefois par jugement. Là, il y a un contentieux, la personne ne veut pas céder son terrain et pour raison d'utilité publique, elle est expropriée. Et donc là, ici, ce sont toutes les parcelles qui vont être mises à disposition pour créer le chemin de fer à Saint-André. Donc il y a un peu plus de 125 ans, hein, en 1890, lorsqu'on a fait les premières recherches pour créer cette ligne. Là, vous avez également des outils, ce qu'on appelle des éclisses, c'est ce qui sert, ces plaques de fer serrées par 4 boulons qui servent à relier les rails entre eux. Ça, c'est un matériel, c'est typiquement ferroviaire. Et en bas, ces deux morceaux de ferraille rouillée qui ne payent pas de mine, franchement, hein, ce qui est en bas, ce sont des pièces vraiment historiques. Ce sont des rails du tout premier chemin de fer de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monté sur une traverse avec ce qu'on appelle les tire-fonds, qui sont les vis qui permettent de fixer le rail dans la traverse. C'est ce qu'on appelle un rail Vignol. Vignol, c'était un ingénieur belge qui, vers le milieu du 19e siècle, a défini ce profil de rail. On s'est rendu compte que c'était vraiment ce qui convenait le mieux. C'est ce type de rail qu'il y a sur le TGV aujourd'hui. Donc c'est un profil qui a été fixé dès les années 1840. En dehors de la taille, voilà, alors. C'est différent, parce que là, le profil, on a l'impression. Oui, le profil est différent. Oui, là, ici, il est beaucoup plus arrondi. Donc là, ce morceau qui traverse avec le rail, ça c'est vraiment c'est typique du chemin de fer de Provence. C'est ce qui a été posé en 1892 lorsqu'on a créé la ligne. Ici, vous avez tous les outils du poseur de voie. Donc, pour poser une voie ferrée, on va d'abord disposer des traverses, les traverses en bois, que l'on va porter avec des tenailles à traverse. Les traverses, normalement, sont réalisées dans un bois assez dur, avec généralement en chêne, quelquefois en hêtre, le plus souvent en chêne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une pénurie de toutes les matières, on a, à la sauvette, pour faire plus vite, on a réalisé des traverses en pin.
vous imaginez bien que ça n'allait pas durer longtemps. Et si on vissait le tire-fond à travers Saint-Pin, au bout du passage de quelques trains avec le Limassol, ça se défaisait. Alors là, il y a eu, c'est là qu'on voit l'ingéniosité dans une période très difficile. On a réalisé des chevilles en chêne qui étaient vissées dans la traverse en bois et où on pouvait mettre le tire-fond et les rails étaient maintenus solidement malgré la mauvaise qualité du bois dans lequel... Donc ça c'est vraiment typique d'une période de pénurie où il fallait avoir de l'ingéniosité. Hein, là, vous voyez donc plusieurs outils qui sont les outils du poseur de bois. Ça, c'est un gabarit qui permet, on le pose sur la traverse en bois. On tire un trait de part et d'autre. Ça, c'est la largeur du rail. On enlève l'outil et avec ce qu'on appelle une herminette, qui est une petite hache, le poseur dégageait l'emplacement du patin du rail pour pouvoir poser les rails au bon écartement. Et là, on a la mise en exploitation et avec un trafic qui est très important à l'époque, le trafic des marchandises. On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais il faut penser que jusqu'aux années 20, il n'y avait pas de camion et tout, depuis le petit colis qu'on a envoyé de Saint-André à Barème jusqu'à des expéditions de bois, de cailloux, de bétail aussi. Voyager par le train. Donc on voit la gare de Barème ici avec des expéditions de paille et de fourrage. Ça descendait à Nice chez un négociant en aliments pour animaux, fourrage issu. Ici on voit le quai de la gare d'Entrevaux avec du bois en cours de chargement. Alors ce sont des pièces de bois d'assez petit diamètre. Ça servait d'été dans les galeries de mines. On en envoyait beaucoup dans les mines des Cévennes, notamment à Alès. C'était du bois. Et alors, ça c'est Entrevaux, parce qu'on a une photo d'Entrevaux, mais il y en avait partout, dans les gares. Il y en avait à Thorame, il y en avait au Fugeret. Il y avait énormément d'expéditions de bois.